Bonjour à tous, c'est le 8e numéro de Champ de Vision, votre débat sur la sécurité. On se retrouve aujourd'hui pour nous intéresser au point de vue des organisations syndicales de salariés sur les professions de la sécurité. Pour cela, deux invités sur ce plateau. Florent Lecoq de la branche prévention et sécurité de la CGT. Bonjour Florent. Bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes à la CGT ? Oula, c'est la première question qui fait mal, ça. Ça ne se compte plus. 20 ans. Quand on aime, on ne compte pas. Face à vous, Alain Bouteloup. Bonjour Alain. De la branche prévention et sécurité de Force Ouvrière. C'est cela. Et vous-même aussi, depuis longtemps à l'œuvre ? Oh, depuis 88. 88. Et comme à chaque fois, bien évidemment, vous le savez maintenant, notre expert qui est là pour nous apporter son éclairage et parfois remettre un peu les invités dans le droit chemin. Patrick Haas, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, une partie de ce débat, on s'était dit, Patrick, devait porter sur les réformes tant attendues et promises d'ailleurs de la sécurité, qui ont été retardées, vous le savez maintenant, à cause des projets de loi qui vont découler du grand débat, qui a mis du temps à se dérouler, et donc tout ça n'est pas encore sorti. Donc, on en reparlera dans un autre débat, mais on a plein de choses à dire aujourd'hui, et c'est à vous que je vais donner la main, Patrick, pour nous faire un panorama des forces et poids des syndicats dans la sécurité privée, et plus particulièrement justement de ceux de nos invités, la CGT et Force Ouvrière. Oui, alors Alexandre, les textes sont clairs, puisqu'il y a eu un décret qui est sorti en 2017 et qui officialise les résultats des élections. Et donc, alors je peux vous dire que le premier syndicat dans la branche prévention et sécurité, c'est la CGT avec 23,2% des voix. Vient ensuite la CFDT avec 21,6%, FO troisième avec 20,7%. La CFTC, 17%, l'UNSA, 15%, et la CGC, 2,4%. D'accord, donc pour les 3-4 premiers, c'est quand même dans un mouchoir de poche. Tout à fait. Force à peu près équivalente. Oui, alors je voulais quand même préciser que ces élections portent uniquement sur le périmètre réglementé de la sécurité, c'est-à-dire le gardiennage, en gros la surveillance humaine, etc. Mais que ces résultats ne portent pas sur la représentativité des organisations syndicales dans d'autres secteurs de la sécurité, comme la sécurité électronique. D'accord. Messieurs, on va parler du dialogue social, et je voulais avoir votre avis un petit peu dans les professions de la sécurité. Est-ce que vous pensez que c'est un dialogue à la rythmique d'Antoine Decaune, très rapide comme ça, pas d'échange, ou plutôt genre The Artist, cinéma muet? Alors, ça c'est pour les plus anciens d'entre nous, effectivement, Decaune. Non, c'est très rapide, c'est très haché, ça va très vite, on survole beaucoup, on fait très peu de fond, au moins depuis un grand nombre d'années, et ce qui n'est pas sans poser de soucis, puisqu'on ne réussit pas à avancer et à construire en fait du social dans la branche. D'accord. Ouais, c'est bien résumé, hein, je pense à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut s'intéresser à un sujet, aller au fond du problème, il y a un autre sujet qui vient prendre sa place, et en fait, on tourne des pages sans jamais en finir une. Donc on n'arrive même pas à sortir des accords constructifs pour faire évoluer notre branche. Donc beaucoup de sujets, mais qui ne sont pas travaillés sur le fond. Et zéro résultat. Hein. Zéro résultat. Je peux qu'abonder ce que disent nos deux interlocuteurs, parce que franchement, dans la sécurité, le dialogue social est vraiment réduit à la portion congrue, avec effectivement très très peu de résultats. Est-ce que ça a toujours été le cas, ou c'est quelque chose d'assez récent finalement? Non, je pense qu'à une époque, on prenait le temps de faire les choses. Alors il faut dire aussi qu'il y a des contraintes législatives, réglementaires qui se sont accumulées depuis un paquet d'années, et enfin, notamment ces dernières années, hein, depuis 2008, ça s'accélère, où on réforme tout beaucoup, et donc il faut être sur plusieurs feux à la fois. Et le problème, c'est qu'on réussit en éteindre aucun. Donc on est dans ce contexte-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que toujours trop de discussions, trop de longueur, trop de... au niveau des textes, des lois, etc. Tout ça est très long. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi, pour finir un sujet, il faut avoir envie de le finir. D'accord, il y a aussi une volonté de ne pas avancer, quoi. C'est l'impression que ça nous donne de notre côté. Partagé. Oui, alors on a vraiment un débat de fond qui est fait au démarrage, où on fait l'analyse de la profession, des difficultés qu'elle représente. Et au moment où on doit prendre une décision politique pour dire, ben voilà, si on veut que ça change, il faut faire ça, et qu'on arrive à trouver un consensus, c'est le problème des mandants qui ne répondent pas à l'appel, et donc on change de sujet, quoi. On n'arrive jamais à avoir un consensus.
une signature sur un accord qui pourrait faire évoluer cette branche et plaire bien sûr aux deux parties, quoi. D'accord. Voilà. Le changement, ça fait peur. Le changement, c'est pas maintenant, a priori, donc, contrairement à ce que disait un certain président. Parlons salaire, justement, le nerf de la guerre. Est-ce que le niveau des salaires est adéquat ? D'ailleurs, quel que soit le niveau de qualification, il y en a un certain nombre dans le milieu de la sécurité. Je crois qu'il y a eu des revalorisations le 1er mars dernier. Oui. Alors une revalorisation. Donc il y a eu 1,2, mais en fait qui était là déjà pour compenser le fait que le premier coefficient de la grille se retrouvait au-dessous du SMIC. C'est ça. C'est-à-dire, donc on appelle ça un tassement de grille, puisqu'en fait on avait le 130 qui représentait le même niveau que le 120. Et là, étant donné qu'il y a eu encore une évolution du SMIC, on se retrouve avec le 120 et le 130 qui se retrouvent au-dessous du SMIC maintenant, et le 140 qui a réduit son écart. Donc on a presque 79% de la profession qui est quasiment au SMIC. Oui, et il faut dire que ça fait des années, je dirais même des décennies que ça dure comme ça, que les niveaux les plus faibles au niveau formation des agents de sécurité sont toujours au niveau ou même en dessous du SMIC. Ce qui est grave d'ailleurs parce que tout salarié qui a eu une reconnaissance par son employeur, parce qu'il a bien travaillé ou il faisait quelque chose, a pu monter d'un ou deux coef, se voit aujourd'hui dégradé de cette reconnaissance puisqu'il est au SMIC comme les autres. C'est-à-dire que j'ai 20 ans de boîte, demain un agent rentre dans la profession, on sera au même salaire. D'accord. Effectivement, c'est un peu juste. Est-ce que vous pensez qu'il y a des perspectives d'augmentation là, dans l'année à venir ou dans les 3-4 ans à venir, avec justement, il y a quand même des événements importants qui vont concerner la sécurité et la sécurité privée, entre autres des événements sportifs comme les JO de 2024 ? Alors, cette question, à mon sens, la réponse est non. D'accord, ça c'est clair au moins. À mon sens, c'est non. Alors, il y aura des revalorisations parce que les employeurs ne pourront pas laisser les deux premiers niveaux qui représentent 36-40%. Si on rajoute ces 36%-là, les deux premiers niveaux sont à 20 € en dessous du SMIC mensuel. Les autres sont à 10 ou 15 € au-dessus. Donc il n'y a pas de volonté aujourd'hui, à mon sens, de revaloriser pleinement les salaires. Et c'est une des difficultés qu'on a du temps maintenant des deux syndicats, des deux organisations professionnelles qui ne s'entendaient pas ou, disons, n'affichaient pas une volonté commune de faire avancer les choses. Il faut dire aussi quand même que les pouvoirs publics se rendent compte que c'est pas très sain comme situation. Et par exemple, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, au mois de décembre dernier, a dit que la profession devait être plus morale, plus professionnelle, que ça passait par des formations plus élevées et notamment aussi par des salaires plus élevés. Les qualifications, c'est important, justement. La qualification, normalement, on en a souvent parlé dans des débats ici, eh bien, ça peut normalement apporter des salaires plus importants. Alors, sur ce sujet, on a signé en 2006 un premier accord de classification, il n'y avait rien avant, qui prévoyait à la fois ce qu'on appelle dans notre petit milieu les métiers repères, c'est-à-dire un poste d'emploi, un emploi, des conditions d'emploi, un coefficient, et en parallèle des formations. Nous sommes en 2020. Les formations ne sont toujours pas construites. D'accord. Et donc, quelque part, les salariés aujourd'hui ne sont pas formés sur le fond, au quotidien, dans les entreprises. Voilà. C'est un sujet important. Alors, sauf quelques postes très particuliers sur lesquels il y a des obligations. Je vais prendre la sécurité incendie, les SIAP, la sûreté aérienne et aéroportuaire, ce genre de choses qui sont codifiées par l'État. Mais pour le reste, c'est chacun pour soi. C'est dramatique d'ailleurs parce qu'on se rend compte qu'avec un certificat de qualification professionnelle qui est une obligation pour entrer en profession, où on survole, j'insiste bien, on survole des compétences, ça veut dire on apprend un petit peu comment est construit ce métier et dans quoi on s'embarque. Avec ça, je peux rentrer dans l'ensemble des métiers qui existent dans notre convention collective. Je n'ai pas besoin d'autres formations pour me distinguer d'un arrière-caisse par rapport à un prévol, pour me distinguer d'un responsable d'une entreprise de chimie à quelque chose dans le nucléaire, par exemple. Que je sois là pour m'assurer d'une sûreté ou d'une sécurité dans un musée, on a tous la même formation, enfin, la même connaissance du métier. Et comme l'a dit Alain, à aucun moment, on a inséré de la formation donnant ses compétences dans chacun des métiers.
L'arrivée d'un BTS, des métiers de la Sécu, justement, ça c'est un plus, qui va alimenter les métiers du middle office. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors il faut d'abord que le middle office existe, parce que comme la guerre sur les prix a été extrêmement écrasante sur les 10 dernières années, le seul moyen, vu que les salaires étaient déjà tirés au plus bas, on ne peut pas payer au-dessous du SMIC en France, c'est compliqué. Non. Donc il faut réduire la voilure sur le nombre de personnel. Donc on a optimisé autant qu'on a pu, et le middle management a disparu de nos entreprises. Patrick? Oui, il y a à peu près 2%, je crois, du personnel des sociétés de sécurité qui se trouve justement au niveau des cadres du middle management, ce qui est extrêmement peu. Et c'est vrai que les sociétés de sécurité, pour essayer d'avoir des marges plus élevées et d'affronter cette guerre des prix chronique depuis des décennies, réduisent le middle management. Oui. Donc ça, vraiment, on peut appuyer là-dessus sur ce que les patrons mettent ça en avant, hein, l'argument de cette guerre des prix qui fait qu'ils ne peuvent pas augmenter les salaires. Est-ce que vraiment c'est réellement ça, ou est-ce que quand même il pourrait faire un effort? La sécurité privée, le gardiennage, c'est une activité de main-d'œuvre. Et globalement, on se dit entre nous que pour 100 € de facturer un client, il y en a 85 qui représentent la masse salariale. Oui. Les 15 qui restent, c'est pour faire vivre la maison, essayer de dégager du bénéfice. Oui. Donc aujourd'hui, les entreprises entre elles, elles jouent sur quoi? Elles jouent sur tout ce qui est exonération de cotisations sociales. Ça a été le CICE qui, en partie, a été, je dirais... je ne vais pas dire ristourné, mais sur lequel un certain nombre de clients ont appuyé pour faire diminuer leurs coûts. On a les baisses de cotisations sociales. On a en plus toutes les exonérations de cotisations qui nous amènent à des trappes, à ce que j'appelle des trappes à bas salaire, c'est-à-dire à maintenir, par effet mécanique, au plus bas par rapport au SMIC. Parce que plus vous maintenez bas, plus vous avez d'exonérations de cotisations sociales. Donc il y a un intérêt, je dirais économique, à avoir des salaires au plus bas. Partant de ce principe-là, les structures intermédiaires, le middle management, a un coût puisqu'il est pas facturé au client la plupart du temps ou mal. Donc, qu'est-ce que font les entreprises depuis des années maintenant? Je parle sous le contrôle de Patrick Haas, qui est un observateur avisé de ce secteur depuis de nombreuses années. Il n'y a rien, il n'y a pas de structure intermédiaire. Donc le BTS, oui, c'est une bonne chose, ça va professionnaliser. Mais pendant combien? Ça va être peanuts. En tout cas, la formation ne créera pas l'emploi. C'est-à-dire qu'on aura beau former du middle management, si les entreprises de sécurité ne les embauchent pas, c'est cause perdue. En plus de ça, l'absence de middle management sur les lieux de prestation fait que c'est le client qui va donner des ordres, qui va diriger les salariés sur le site. Alors que normalement, ça devrait être une entreprise, c'est l'entreprise elle-même qui devrait s'assurer du bon fonctionnement, de la qualité de service, et puis de valoriser l'agent qui y travaille. Bien sûr. Or, le client, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il a quelqu'un pour faire son service. Et là, on a beaucoup de dérives. Alors, on parlera des débouchés dans la deuxième partie. Dernière question de cette première partie, ça concerne les OPCO, les opérateurs de compétences, une réforme des OPCA. Un OPCO vaut 50 OPCA, c'est un peu le cours de la devise, on pourra dire. Donc celle de la sécurité est un peu diluée parmi d'autres. Oui. Oui. Alors c'est vrai que c'est pas un oui, l'accouchement dans de les l'OPCO, activités de service, l'accouchement de cet OPCO fait qu'effectivement, vu maintenant la composition et le périmètre de l'OPCO, c'est une des composantes de l'OPCO à forte intensité de main d'œuvre. Et c'est pas neutre. Côté du nettoyage, de l'hôtellerie, c'est ça, donc de l'intérim, voilà. Et les termes et l'appellation ne sont pas neutres quand on dit forte intensité de main-d'œuvre. On est dans une industrie de main-d'œuvre et malheureusement aujourd'hui, que ce soit nos clients ou nos employeurs, on est géré comme de la main-d'œuvre. Et je reboucle avec vos questions précédentes sur les salaires, les qualifications. Aujourd'hui, la crainte, c'est qu'effectivement, on stagne en étant géré comme de la main-d'œuvre au plus bas. C'est pas péjoratif en tant que tel, mais dans un grand tout de non-qualification ou d'absence de qualification. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce champ de vision, où on parlera, entre autres, des agents armés, mais aussi de la coordination publique-privée. À tout de suite.